Vous écoutez Ça sent la fin, la série du Devoir qui se questionne sur la finalité des choses avec des invités aux choix de vie surprenants et des perspectives inusitées. La fin de la vie. Ce point final de notre trajectoire et de celle de nos proches, ça inspire parfois la peur, parfois un soulagement et souvent bien des questions. Notre invitée, la thanatologue Gabrielle Dosti-Levasseur, s'affaire à redonner une part d'humanité à cette étape inévitable. Elle est dans la vingtaine, mais elle parle avec la sagesse d'une personne qui en a vu beaucoup. Surtout, elle est vraiment aux antipodes de l'image glauque du croque-mort dénué d'affect que certains ont parfois encore en tête. On s'entend, ça prend quelqu'un de particulier pour consacrer sa vie au domaine de la mort. Dans son cas, c'est à l'adolescence, lorsque son grand-oncle décède, qu'une graine est semée dans son esprit. Lui, je me rappelle vraiment, là, c'était en 2017, si je ne me trompe pas, avoir été à ses funérailles, avoir vu exposer tout ça. Puis je me rappelle avoir vu une jeune fille dans le salon funéraire qui travaillait là. Puis je me disais, j'ai été comme surprise parce que c'était pas le modèle du directeur de funérailles masculin, âgé, tout ça qu'on voit souvent. C'était une jeune femme. Puis j'étais là, OK, ben c'est possible de faire ce métier-là. Tu sais. Puis ça a comme piqué ma curiosité un peu. Alors, c'est ça qui a laissé un petit quelque chose en toi, une petite étincelle qui a fait qu'un jour, tu irais étudier en thanatologie. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Ça m'a allumé, là, on pourrait dire, là, mais sans prendre toute la place. Parce que j'ai continué, j'ai eu un parcours différent, tout ça, mais c'est ça, c'est resté là. Dans ta classe au cégep en thanatologie, est-ce que les élèves se ressemblaient? Est-ce qu'ils te ressemblaient ou est-ce que c'était un groupe de gens très diversifiés avec des parcours différents? Je dirais que c'était des gens très diversifiés. Peut-être que oui, on se ressemblait sur certains points. C'est pas tout le monde qui était là pour les mêmes raisons, mais non, très diversifiés, des parcours très différents. Rarement, là, c'était des gens qui venaient d'une famille du domaine funéraire. Là. Donc, il y en avait, là, certains, là, les grandes familles qui ont des salons funéraires à leur nom. Il y en avait parfois là, dans des cohortes, mais la plupart du temps, c'est des gens qui n'étaient pas du tout là, liés au domaine funéraire à la base. Là. Puis souvent, des gens qui faisaient des retours à l'école. Donc, tu sais, moi, mon petit groupe d'amis avec qui je me tiens encore à ce jour, là, tout le monde avait fait des études avant. Une de mes amies, c'était en arts plastiques. J'en ai une que c'était en littérature. Puis j'en ai une qu'elle était massothérapeute. Donc, c'est vraiment... Il n'y en a pas un qui est pareil, là. Puis, tu sais, je pense à des gens... Il y a des gens qui étaient coiffeurs avant de... Il y en a qui étaient infirmières. Il y a certaines sphères qui vont se rejoindre. Tu sais, par exemple, si je pense à une coiffeuse ou à l'infirmière ou la massothérapeute, tu sais, il y a un contact humain. Il y a prendre soin de quelqu'un. Donc, on peut se rejoindre là-dedans. Pour quelqu'un qui est plus dans le milieu artistique ou peu importe, ben, c'est peut-être justement l'aspect artistique du milieu parce que quand on prépare quelqu'un, il y a le maquillage, il y a la coiffure. Donc, il y a l'aspect qui est très esthétique. Donc, ça, c'est toutes des avenues là, qui peuvent influencer là, le choix. Mais les gens qui sortent de l'école secondaire et qui s'en vont directement en thanatologie, je pense qu'il y en a qui se remettaient en question. Ils se disaient, peut-être qu'on va faire autre chose, là, finalement, après. Peut-être que ça sera pas ça, tu sais, ma carrière, là. Parce que c'est ça, on est dévoué à notre métier, là, vraiment. Comment tes proches ont réagi à ton choix de carrière? Parce qu'on doit se le dire, c'est un peu rare, un peu inhabituel. Oui. Ma mère, elle a dit, mais quelle bonne idée! Elle était tellement contente, là. Elle était comme, j'aurais dû faire ça, moi aussi. Elle était vraiment, là, wow, c'est un beau métier, tu sais. Mon père, ça a été plus, pourquoi? Je sais pas s'il y avait du dégoût dans ses paroles ou si c'était vraiment de l'incompréhension, de pas comprendre qu'est-ce que le métier d'un thanatologue. Mais c'est ça n'a pas été très bien reçu de mon point de vue à moi. Avec le temps, je pense qu'il s'est fait plus à l'idée. Là. Je veux dire, la dernière fois que je l'ai vu me poser des questions sur les préarrangements, qu'il voulait faire ses préarrangements. Donc, j'imagine qu'il voit un certain positif à tout ça. Mais tu sais, je pense que c'est pas l'emploi
prestigieux qu'il y avait en tête pour moi, mais moi, je suis vraiment heureuse avec mon choix de carrière. Là, donc, c'est ça l'important. Gabrielle s'illustre pendant ses études. Elle reçoit une bourse d'excellence et se sent à sa place. Puis un jour, une offre d'emploi très particulière capte son attention. Je faisais du transport funéraire dans ce temps-là. Puis on a reçu un courriel via la plateforme de l'école, donc qui cherchait des employés étudiants pour travailler comme préposé au coroner à la morgue de Montréal. Je ne pourrais pas dire combien de temps ça a pris, là, mais j'ai trouvé mon CV sur mon cellulaire. Je crois qu'il était déjà à jour. Je ne suis pas certaine. Puis je l'ai envoyé directement là, à la personne là, à qui il fallait s'adresser. Là. Puis ils sont même revenus avec la réponse pour dire « ça n'a pas de bon sens, comment tu nous as envoyé ça rapidement, ton CV, là, on vient de mettre l'offre. » Mais je voulais vraiment travailler là. Elle obtient l'emploi et entre aussitôt dans un endroit un peu hors du monde, avec ses façons de faire bien spécifiques. À quoi ça ressemble, une morgue? Est-ce que c'est, comme dans les films, un endroit tout en acier inoxydable, froid, silencieux, solitaire? On peut dire ça, oui. Donc, oui, c'est en acier inoxydable. Les surfaces doivent être facilement lavables. Hein? Mais oui, on est dans un sous-sol, veut pas. On a notre petit bureau séparé là, de la section réfrigérée de la morgue. Mais c'est des longs couloirs avec des espaces réfrigérés. Oui, c'est silencieux. Moi, ça m'arrivait de voir... j'ai travaillé des nuits. Là, on est seul à la morgue la nuit. Là. Tout le monde qui va dire qu'ils ont travaillé la nuit à la morgue, il n'y a personne qui va dire qu'il y avait peur, qu'il y avait des fantômes, peu importe. Tout le monde était... Ça va, là. Mais pour les autres personnes qui n'avaient pas choisi de passer par la morgue, comme les agents de sécurité qui doivent faire leur ronde, on les voyait souvent passer en courant à la morgue. Donc, ils ne voulaient vraiment pas être là. Donc, tu sais, oui, ça peut être épeurant pour certains. Là, si ce n'est pas ton milieu de travail, là, mais quand tu le choisis, on s'y fait. Là. Est-ce qu'on s'y fait rapidement ou ça prend un peu de temps? Je pense que je m'y suis fait rapidement de mon côté. C'est certain qu'il y a des gens qui ont passé par la morgue pour un nouvel emploi, puis que ça n'a juste pas passé. Puis c'est normal dans un sens, parce que ces gens-là se disent « Oui, j'ai déjà vu des personnes décédées dans un cercueil. » Ou « Non, moi, je travaille à l'hôpital. J'en ai vu des personnes décédées, mais c'est pas... On n'est pas dans le même calibre là, au niveau de la conservation de la dépouille ou de l'état dans lequel la dépouille elle a été trouvée, les circonstances qui ont mené à son décès. Donc, qu'est-ce qui passe à la morgue? C'est souvent les cas les plus sévères. Là. Fait que ces gens-là, ils n'étaient pas prêts à voir cette facette-là de la mort. Ils n'étaient pas prêts à voir cette violence-là qui peut accompagner la mort. Fait que ces gens-là ne restaient juste pas. Là. Parce que si tu travailles à la morgue et que tu te réveilles le matin, tu as eu des cauchemars de dépouilles que tu as vues, ça ne marchera pas. Là. Tu ne peux pas t'infliger ça à tous les jours. Là. Tu dois être capable de te détacher là, parce que ta vie, ça va juste être du noir. Là. Fait qu'il faut vraiment être capable de se détacher. Il y en a là, des nouveaux employés qui disaient « Ouais, ça vous arrive-tu là, de faire des mauvais rêves? Là, vous voyez la personne, là, je fais juste voir son visage. » Puis on était comme « Non, malheureusement, peut-être faudrait que tu en parles avec quelqu'un, mais il faut vraiment que tu sois capable de te détacher. Il ne faut pas que tu apportes ça à la maison avec toi. » Là. Fait que c'est vraiment pas un métier facile. Même quand on est habitué de faire ça, il y a des cas qui vont nous toucher plus que d'autres. Tu mentionnais des morts violentes. Mm-hmm. Est-ce que toutes les personnes qui perdent la vie passent par la morgue? Non, la morgue de Montréal, c'est uniquement lié au bureau du coroner. Donc, quand c'est un cas de coroner, qu'on appelle dans le jargon, là, c'est vraiment parce que le coroner décide d'investiguer sur ce décès-là. Parfois, on va être capable de faire les expertises ailleurs ou tout ça, mais la plupart du temps, les dépouilles vont passer par la morgue de Montréal, mais uniquement quand c'est des cas de coroner. Même chose pour la morgue de Québec. La morgue de Québec, c'est lié au bureau du coroner également. Et qu'est-ce que ça fait, une préposée à la morgue? À quoi ça ressemblait ton travail? On travaillait dans un petit bureau, mais on travaillait tout en scrub, là, qu'on appelle, là, donc en petit habit d'hôpital, là, bleu turquoise. Puis, l'essence du travail, c'est vraiment de recevoir les appels des intervenants
qui vont constater le décès. Donc, ça peut être le médecin à l'hôpital, ça peut être le policier qui se trouve sur la scène. La plupart du temps, c'était le policier sur la scène. Donc, lui, il va nous donner les informations de base qu'on a besoin, le contexte qui entoure le décès, les informations de base de la personne pour être en mesure de l'identifier dans la mesure du possible. Puis, nous, une fois qu'on a monté le dossier, on va tout de suite appeler le coroner, là, qui est de garde, là, dans le fond, pour lui transmettre l'information puis que lui puisse décider c'est quoi les prochaines étapes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une autopsie? Est-ce qu'on fait juste des prélèvements, des analyses? Donc, c'est ça. Tu le mentionnais tout à l'heure en parlant des morts violentes, qu'il y avait des morts difficiles. Est-ce que certains décès sont plus difficiles que d'autres? Je pense que ça dépend. Tu sais, je pourrais pas dire comme, par exemple, un suicide par arme à feu, c'est plus difficile qu'une pendaison. Tu sais, je pourrais pas y aller comme ça, mais je pourrais dire que ça dépend vraiment du contexte parce qu'on a beaucoup de contexte quand on travaille à la morgue. Donc, parfois, tu sais, c'est de lire l'histoire, le contexte qui entoure le décès qui nous saisit, là. Donc, il fait comme, oh, OK, c'est... Qui elle laisse dans le deuil, cette personne-là? Qui a fait la découverte du corps? C'est souvent des petits éléments comme ça qui peuvent être plus saisissants que d'autres, là. Tristement, beaucoup de corps aboutissent à la morgue et le rythme de travail est exigeant. On était occupés. C'est vraiment dommage à dire, mais on devait passer au suivant, là. Donc, on faisait notre travail par rapport à cette personne-là, puis ensuite, on passait à l'autre appel, dans le fond. Parce que le téléphone sonne beaucoup à la morgue. Donc, on n'a pas le temps, là, vraiment, de s'asseoir puis de commencer à penser à qu'est-ce qui a amené à ce décès-là. Mais c'est ça. C'est sûr que dans la tête, on se fait des hypothèses puis tout ça, mais ça ne nous appartient tellement pas. C'est tellement pas à nous de faire ces réflexions-là. C'est pas nous qui vit ce deuil-là. Tu sais, c'est la famille qui est accablée avec ça. Fait qu'on est qui, nous, pour se faire des scénarios puis juger ces gens-là? On n'est pas là pour juger. Puis c'est la première chose qu'ils vont vous dire quand tu commences à travailler à la morgue, qu'on n'est pas là pour juger. Puis c'est vrai. Moi, je me suis mis à réfléchir aux corps non réclamés. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive encore ou c'est quelque chose qui appartient vraiment au siècle dernier? Ça n'arrive plus? Non, ça arrive encore. Je pourrais pas vraiment m'avancer là, au niveau du pourcentage ou des statistiques, mais il y en a à tous les mois, là. On pourrait dire ça comme ça, là. Il y en a une bonne poignée à tous les mois, là. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement juste au bureau du coroner qu'il y a des corps non réclamés. Les maisons funéraires aussi là, vont en prendre soin, tout ça. Mais oui, les corps non réclamés, ça arrive encore. Puis je pense que la plupart du temps, c'est pas que ils ont trouvé aucune famille, là. Il y a beaucoup de contextes qui ne sont pas capables de trouver de la famille, mais il y a beaucoup aussi de corps qui sont pas réclamés parce que parfois la famille ne veut pas réclamer le corps. Ça peut être une question d'argent. Donc, ils n'ont pas les sous pour pouvoir payer la disposition finale, ce qui est très comprenable parce que le coût des frais funéraires, c'est élevé. Puis, c'est pas tout le monde qui ont un 2500 $ à mettre comme ça, là. Les gens vivent en précarité financière. Mais il y a aussi des familles qui n'ont aucun attachement à cette personne-là. Donc, on dit le terme famille, mais ça ne veut pas dire que ça a été une personne qui a eu un impact positif dans leur vie ou peu importe. Fait qu'encore là, tu sais, ça, c'est l'histoire qui leur appartient. Puis nous, on était là pour faire le travail. Tu sais, c'est correct qu'il y en ait des corps pour réclamer. Ça va arriver, c'est sûr et certain. Bon, le gouvernement a mis en place un système là, pour faire en sorte que ces gens-là puissent quand même être disposés. À force de côtoyer des corps comme ça, est-ce que la mort devient banale? Peut-être pour certaines personnes, ça va devenir banal. Dans un niveau plus personnel, pour moi, la mort, ça devient pas banal. C'est quelque chose qui habite mes pensées, là. La mort de mes proches. Donc, souvent, je vais me projeter là-dedans. Tu sais, ça va me donner du stress, tout ça, là. Mais tu sais, la mort des autres, il y a des histoires qui vont encore me shaker un peu là, quand je rencontre des clients, puis ils vont me raconter un peu ce qui s'est passé. Je trouve ça difficile. Là, t'as la maman qui a perdu son fils devant toi. Tu te dis, ça devrait pas arriver encore, ces situations-là. Donc, pas que ça devienne banal, mais en même temps, c'est le métier que j'ai choisi. Il faut que ça
devienne un peu banal pour pas que ça me consomme au quotidien. Là. Est-ce que tu crois qu'on a de fausses idées sur la morgue? Est-ce qu'on en a trop vu dans les films puis on a une idée très éloignée de ce que c'est vraiment? Oui. Dans un sens, je peux pas m'avancer sur comment ça se passe dans les autres pays, dans les autres provinces et tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que le coroner va faire l'autopsie lui-même. C'est pas la réalité, là. Il y a des pathologistes, donc, qui vont effectuer des autopsies. Le coroner, en fait, ordonne des expertises. Donc, une expertise, ça peut être une autopsie. Sinon, la morgue avec tous les tiroirs, là, qu'on tire le tiroir, puis là, la personne est sur une plaque, mais à la morgue de Montréal, c'est pas comme ça. Là. C'est des grandes portes, puis la personne est sur une civière, là, dans le fond. Là. Puis on ne va pas tout nettoyer les personnes à la morgue non plus. Ça, c'est le salon funéraire qui va faire ça. Les soins de désinfection, puis tout ça. Les personnes qui passent par la morgue ne sont pas toutes belles avec la bouche fermée, les yeux fermés, le teint blême, puis un drap blanc qui les recouvre. Là. Ça ressemble pas à ça, malheureusement. C'est, les gens arrivent dans l'état qu'ils sont. Il y a des corps qui vont arriver puis qui vont déjà être dans un état de décomposition avancé, là, quand même. On fait du mieux qu'on peut, là, dans un sens. Mais pour essayer de masquer les odeurs, premièrement, parce que c'est sûr qu'on ne veut pas respirer ça là, en permanence. Donc, tu sais, on a des produits qui vont aider avec ça pour rendre l'air un petit peu plus agréable, plus confortable pour nous. Mais on va aussi essayer de couper l'odeur complètement là, avec des linceuls de plastique très épais. Mais dans un sens, il y a quand même des expertises qui doivent être faites sur ces corps-là. Donc, ils vont devoir être à l'extérieur des linceuls de plastique puis tout ça. Donc, veux pas, on va être exposé à ces odeurs-là. Mais ça, c'est quelque chose qui... Je crois qu'on s'acclimate très, très rapidement aux odeurs. Mais c'est pas aussi cute que dans les films, on pourrait dire ça. Moins aseptisé. Moins aseptisé. On voit évidemment que ce sont des cas difficiles. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te mesurer à des cas comme ça? Bon, j'étais déjà en thanatologie quand j'ai appliqué sur ce poste-là. Puis c'est sûr que certaines des personnes qui vont passer à la morgue vont devoir recevoir des traitements de base, vont devoir être embaumées puis tout ça. Je voulais peut-être un peu me désensibiliser à ces images-là, à ces odeurs-là, pour que je sois capable d'effectuer mon travail, une fois que j'allais être diplômée, convenablement. Donc, me dire, je me cacherai pas en petite boule en dessous de la table d'embaumement quand ça va être le temps d'embaumer une personne qui a des lésions hyper mortelles partout sur son corps. C'est un défi que tu t'es lancé pour devenir une meilleure thanatologue. On pourrait le voir comme un défi. Oui, moi, je le voyais comme une étape à passer, dans le fond. Donc, je me dis, si je fais ça, je vais pouvoir être meilleure dans mon emploi. Donc, je vais pouvoir être plus calme, plus posée, moins choquée par ce que je vois. Si Gabrielle considère avoir beaucoup appris à la morgue, elle a éventuellement eu soif d'autre chose, plus proche des vivants. Travailler à la morgue, ça a été un super travail, mais c'est pas nécessairement ce dans quoi j'ai étudié. J'ai étudié pour être en contact avec des familles, organiser leurs funérailles, diriger des funérailles. J'ai étudié pour pouvoir embaumer les corps, les présenter, les mettre en cercueil, tout ça. Donc, le travail à la morgue, c'est sûr que moi, ça comblait pas ce besoin-là. J'ai fait des études de 3 ans pour un travail un petit peu plus spécifique. Donc, quand j'ai vu un emploi qui m'intéressait, j'ai appliqué dessus. Je l'ai eu. Puis là, c'était un emploi dans un salon funéraire. Là. Donc, vraiment, je pouvais accomplir les tâches. C'est pourquoi j'avais étudié. Là. Alors, en quoi c'est différent? Quelles autres tâches tu as à faire dans un salon funéraire? Mais par exemple, là, je rencontre les familles, donc je m'assois avec eux au moment du décès pour établir leurs besoins, décider s'ils veulent faire des funérailles ou pas. Donc, on va s'occuper d'organiser les funérailles de A à Z, là, dans le fond. Là.
Mais je vais aussi m'occuper du laboratoire, là, donc d'embaumer les corps, de les habiller, les maquiller, les mettre en cercueil. Puis quand il y a des funérailles, ben je vais être présente, c'est pour accompagner la famille durant la journée. Donc, c'est vraiment un travail, je vois ça comme un travail de A à Z avec la famille, du moment du décès là, jusqu'à la disposition de la personne. Puis c'est ce que je voulais faire. Là. Tu sais, à la morgue, on n'a pas vraiment l'aspect de pouvoir aider les familles, ni de pouvoir préserver les corps. Tu sais. Les laisser partir en dignité, dans un sens. Donc là, je peux faire ça maintenant, redonner la dignité à la personne. Dans la mort, on mérite que la personne parte avec dignité. On mérite de la nettoyer, la mettre propre, faire ses cheveux, faire son maquillage, l'habiller une dernière fois, tout ça. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment pourquoi on ferait ça. Mais moi, ça me fait du bien, puis je sais que ça fait du bien à beaucoup de familles aussi. Donc, ça fait partie des choses que tu dois faire aussi, la coiffure, le maquillage. Oui, oui. Donc, le maquillage, le moins possible, évidemment. Là. On ne veut pas qu'il ressemble à une poupée de cire, là, mais oui, dans certains cas, on doit appliquer du maquillage. On doit faire les cheveux. Moi, je fais toujours les ongles. Je suis toujours aux familles... S'ils ont une crème ou un parfum qu'ils mettaient toujours, apportez-moi-le parce que c'est son odeur, dans un sens. Donc, ou si elle avait un rouge à lèvres qu'elle mettait toujours, apportez-moi-le. Tu sais, on demande des photos pour pouvoir recréer la coiffure de la personne. Là. Donc, c'est vraiment pour lui redonner son air familier. Là. Quand on réussit à faire un bon travail, donc à pouvoir redonner les traits familiers de la personne, la plupart des familles sont extrêmement reconnaissantes. Parce qu'ils vont revoir la personne dans un contexte où elle a l'air bien, dans un sens. Donc, elle a l'air reposée, elle a l'air en paix. Parce que le processus de mourir, c'est pas un processus qui est hyper zen pour tout le monde. Là. Donc, souvent, les gens vont avoir la bouche ouverte, vont prendre une respiration à la minute, tu sais, il va y avoir des râlements, donc c'est pas toujours quelque chose qui est super réconfortant à voir. Nous, on peut leur redonner une apparence plus reposée, donc on dirait qu'ils dorment. Puis c'est le plus beau compliment là, qu'on peut se faire dire par une famille. Merci d'en avoir pris soin, ça nous fait vraiment du bien de l'avoir comme ça. Donc, je dirais que c'est le plus beau compliment. Est-ce qu'il y a des cas qui sont plus complexes, là, outre la coiffure, outre le maquillage, pour que le corps soit présentable pour la famille? Définitivement. Il n'y a pas un embaumement qui va se passer de la même façon. On doit toujours s'adapter aux causes de décès, au niveau de conservation qu'on souhaite. Donc, c'est pas... une recette va fonctionner pour chaque personne de façon égale. Là. Donc, on doit s'adapter. C'est sûr qu'il y a des embaumements qui vont prendre plus de temps, mais au bout de la ligne, on a souvent un résultat qui est très satisfaisant. Là. Tu viens de mentionner embaumement. On a mentionné tout à l'heure que tu avais étudié en thanatologie. On entend aussi thanatopraxie. Mm-hmm. De quoi il s'agit exactement? Fait que, dans le fond, c'est ça. On peut distinguer ça en thanatologie, thanatopraxie. La thanatopraxie, c'est vraiment ce qui est de conserver la personne. Donc, les soins de conservation qu'on appelle. Ça peut être les soins esthétiques aussi qui viennent après. Mais tu sais, la thanatopraxie, c'est un acte qui est réservé aux thanatopracteurs. Il faut détenir un permis d'embaumeur pour ça, un permis de thanatopraxie. On ne peut pas faire « Bon, ben moi, je veux embaumer un corps aujourd'hui. Est-ce que tu peux me faire embaumer un corps? » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut passer des examens. Il faut détenir un permis. Là. Donc, c'est ça. Thanatologie, c'est plus l'étude de la mort, si on pourrait dire ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont porter le titre de thanatologue. Pas besoin d'être un embaumeur. Pour être un thanatologue, il y en a qui vont rencontrer les familles, puis ils vont prendre le titre de thanatologue. Donc, c'est ça, c'est plus relatif là, au domaine de la mort en général. D'accord. Et là, on comprend que dans tout ce que tu nous expliques, une partie de ton travail est en lien avec la mort, une partie en lien avec la vie, oui, avec les vivants. Beaucoup. Qu'est-ce que ça prend comme qualité pour faire ce travail-là avec les familles? Beaucoup d'écoute. Puis être capable de s'effacer un peu dans le portrait. Je suis pas là pour donner un show.
Je suis là pour aider les familles, puis c'est pas moi qui est importante à ce moment-là, dans un sens. Ces personnes-là passent souvent à travers d'une des étapes les plus difficiles de leur vie. Fait qu'on essaie d'être le plus neutre possible au niveau de l'apparence, puis tout ça. Donc, je vais souvent cacher mes tatouages, enlever mon piercing quand je vais rencontrer des familles, parce que je veux pas leur laisser la chance de se faire une mauvaise première impression de moi. Il y a encore des tabous sur les tatouages, il y a encore des tabous sur les piercings. Donc, moi, je peux pas me permettre qu'une famille, dès le premier contact, ne me fasse pas confiance à cause de mon apparence. On apprend vraiment à se fondre avec le décor, dans un sens, mais en étant extrêmement réceptif à ce que la famille va demander, à juste la façon dont ils bougent, la façon dont ils vont dire les choses. Donc, c'est d'être en mesure de les écouter puis leur offrir des options. Parce que souvent, les gens pensent qu'ils n'ont pas beaucoup d'options dans le domaine funéraire. Mais c'est pas vrai, ça a super changé. Donc, c'est ça, d'être là pour les accompagner. C'est un travail d'accompagnement, beaucoup, beaucoup. Est-ce que le métier de thanatologue est bien perçu de nos jours? Ou est-ce que les gens ont encore cette espèce d'idée de croque-mort, un personnage un peu caricatural qui est là juste pour faire de l'argent? C'est 50-50, je dirais. Il y a des gens qui vont s'imaginer, là, c'est ça, le vieil homme ou la femme qui est très gothique ou peu importe, là, dans le rôle de thanatologue. Mais ça a tellement changé, là. Il y a comme beaucoup de gens très normaux dans le domaine, là. C'est... Moi aussi, je vais faire mon épicerie au Super C. C'est comme... on est des gens, là. On est des gens normaux qui vivent une vie normale. On n'est pas des gens bizarres, là, qui se cachent dans les ombres. Puis on est comme, on va écouter des documentaires sur la mort, puis tout sur ce qui est lugubre. J'aime la lumière, là. J'aime la lumière. J'aime parler aux gens qui sont vivants. C'est ça. Je pense qu'on essaye de défaire un peu les stéréotypes, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui sont encore dans les stéréotypes, dans le domaine. Donc, tranquillement, on va y arriver. On est des gens modernes. La mort, on y réfléchit surtout quand elle frappe près de nous. Mais Gabrielle, elle, y est confrontée au quotidien et ça influence sa façon de voir les choses. Pour moi, c'est pas quelque chose qui arrive des fois de temps en temps. Ça arrive à tous les jours. Puis il y a une chose que je suis sûre dans la vie, c'est que je vais décéder. C'est que les membres de ma famille vont décéder, puis je peux pas m'enfuir de ça. On peut pas partir à la course de l'autre côté. T'sais. Je pense que c'est ça. Ça nous fait juste réaliser notre propre mortalité, dans un sens. Est-ce que ça a changé aussi ta façon de voir la vie? Définitivement. Très fragile. Elle est très fragile, la vie. Ça repose vraiment sur un rien, là. Donc, faut prendre soin de soi. Ayez pas peur d'aller chez le médecin. On va dire ça comme ça. Mais, ouais. Tu sais, j'embarquerai plus jamais sur une moto de ma vie. Mais, non, c'est sûr qu'il y a des choses qui... je suis beaucoup plus réceptive à mon corps, les signes que mon corps m'envoie quand je suis malade ou peu importe. Tu sais, je fais attention, mais c'est ça, oui. C'est des histoires comme ça là, qui font que je fais plus attention à moi, là, dans le fond. Est-ce que tu dirais que ton travail t'a changé? J'ose l'espérer. C'est un métier important, puis si ça n'a pas d'impact sur ma vie, je trouverais ça triste. Mais oui, je crois que mon travail, ça m'a changé. J'ai beaucoup plus de facilité à parler de la mort. Puis je veux que les gens m'en parlent aussi, tu sais. Je veux pas que ça soit tabou. Tu sais, je veux que mes grands-parents puissent me dire, tu sais, moi, c'est ça que je veux pour mes funérailles, puis je veux ci, ça. Les gens, souvent, vont associer le fait de mourir avec... Ah, c'est une faiblesse, on doit cacher ça, mais je veux pas qu'il y ait de tabou autour de ça. Je veux qu'on soit capable d'en parler. Parce que souvent, les gens en parlent pas, puis là, arrive le décès, on sait pas quoi faire parce que la personne nous en a jamais glissé un mot. Avec tout ce que tu as vu et avec tout ce que tu as vécu, est-ce que tu trouves qu'on devrait changer des choses dans notre approche face à la mort? Je trouve qu'il y a vraiment... les gens veulent se détacher, veulent faire disparaître la mort
dans le fond. On n'est pas des magiciens, on peut pas faire ça, là. Fait que ce qui m'attriste beaucoup, c'est ça, on veut faire disparaître le corps rapidement. Donc, on le passe à la crémation, on veut pas le voir. Si on demande aux gens, voulez-vous revoir la personne une dernière fois? Non. On veut pas la voir. Puis, dans un sens, je crois que ça vient d'une peur de faire, on va vivre notre deuil plus difficilement si on voit la personne. Parce que clairement, on veut pas passer au travers des étapes d'un deuil. Mais ça peut être hyper bénéfique pour les gens d'avoir un dernier regard sur cette personne-là. C'est sûr qu'on change après la mort, il y a des changements, tout ça, mais ça peut être bénéfique de voir ces changements-là. Donc, de dire la personne, elle est décédée, OK? Puis, elle n'est pas toute écartée, puis toute, tu sais, elle ne fait pas peur, tu sais, elle est décédée, elle a l'air paisible. Mais je trouve qu'au Québec, surtout, on veut vraiment faire disparaître la mort, dans un sens. Qu'est-ce qui te donne cette impression-là que les gens veulent faire disparaître le corps, qu'ils veulent passer à autre chose rapidement? Ça va juste être au niveau du nombre de crémations, puis le nombre de cercueils là, qui est vraiment en déclin, là. Donc, la crémation prend vraiment une place très importante maintenant au niveau de la disposition. Puis souvent, les gens, quand ils entendent crémation, ils se disent... on doit passer le corps à la crémation le plus rapidement possible parce que c'est ce que la personne avait demandé. Quand on parle de crémation, on ne réalise pas que c'est un mode de disposition. Comme mettre un cercueil en terre. Mettre un cercueil en terre, c'est un mode de disposition. Donc, c'est possible de visualiser la personne une dernière fois avant de faire la crémation. On n'est pas obligé d'avoir un cercueil ouvert durant les expositions puis durant les funérailles, mais c'est possible de prendre juste un moment intime avec la personne, la voir une dernière fois, puis on peut procéder à la crémation ensuite, là. Prendre le temps. Prendre le temps pour mieux faire son deuil. Ne pas être aussi expéditif lorsqu'on est confronté à la mort. C'est le message que Gabrielle continue de porter. Aujourd'hui, elle considère avoir un travail de rêve auprès des gens endeuillés, malgré tous les défis humains de son métier hors du commun. J'aimerais un peu que ça change. C'est au Québec, j'aimerais qu'on réapprenne à apprivoiser la mort, comme ça l'a déjà été. Je m'appelle Stéphanie Marin. Ce balado est réalisé par Félix Deschênes, d'après une idée originale de Philippe Papineau. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Devoir sur votre plateforme d'écoute préférée. Si le thème de la fin de la vie vous touche, on aimerait ça vous lire. Écrivez-nous via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Et surtout, merci à vous d'avoir été des nôtres.